Bonjour à tous. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager quelques résultats d'une étude qui est parue en juin, qui a été réalisée par Henri Aurélien, qui est directeur de la recherche, et qui s'intitule L'immobilier de santé dans un monde post-Covid en Europe. Ce qu'on voudrait partager, c'est certains constats, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu comme la logistique, tout le monde va vers l'immobilier de santé, beaucoup de gens ont créé leur propre fonds. Mais nous, notre expérience, qui date de 2011-2012, où on est entré dans ce marché de l'immobilier de santé, c'est qu'on a pas mal appris, c'est que c'est un marché de spécialistes. C'est pas parce que les baux sont longs qu'il n'y a rien à faire en termes de gestion. Ça ne marche pas tout seul. Et donc, ce qu'on voudrait vous exposer aujourd'hui, c'est quelques clés d'interprétation de ce marché en Europe, et aussi, je dirais, l'impact du Covid. Et peut-être aussi, on va rétablir quelques vérités, ou plutôt débunker, comme on dit, comme disent les jeunes, quelques fausses idées qu'on peut avoir, notamment sur la démographie. Vous pensez peut-être que la France est un pays qui finalement ne vieillit pas tant que ça, alors que l'Allemagne est un pays très vieillissant. On va voir que ce n'est pas tout à fait ça la vraie histoire. Et sur le financement de l'immobilier de santé de façon générale, et les conclusions qu'on en tire en tant que gérant. Donc voilà un peu le sommaire d'aujourd'hui. D'abord, on va vous dire, parce qu'on ne vous explique jamais, ce qu'est l'immobilier de santé en termes de format immobilier. Donc on va faire une première partie sur ça. Ensuite, vous dire comment ce qu'on appelle pas seulement le vieillissement de la population, mais la société du vieillissement, ce qui est très différent, va changer un peu la face de l'offre immobilière. Comment le Covid a changé le secteur et va changer surtout le secteur. Et puis après, on arrivera à un constat qui est, alors un peu comme dans un vieux Colombo, je vous donne la solution à la fin, comme ça on pourra retisser le raisonnement. Mais un des principaux enseignements de l'étude, c'est qu'on est devant ce que j'appellerais une falaise démographique et une falaise financière, au sens où il y a un vieillissement de la population dont les conséquences n'ont pas été encore suffisamment anticipées et ne sont pas pricées. C'est-à-dire qu'on est en train de faire, à notre avis, la même erreur sur la santé qu'on a faite dans les années 90 sur le logement. Dans les années 90, on n'a pas construit parce qu'on avait le mauvais diagnostic démographique sur le logement. Aujourd'hui, on sous-investit sur l'immobilier de santé, encore, parce qu'on fait le mauvais diagnostic sur le vieillissement. Donc on va essayer de vous le prouver. Et la falaise financière, c'est que justement, pour combler ces besoins-là, en gros, il manque 90 milliards d'euros. Je vous donne la note aussi tout de suite, et on va essayer de vous expliquer un peu pourquoi et quelles conclusions on en tire. Donc on va commencer avec la première sous-partie, qui est l'explication un peu de ce qu'est, de ce qu'on entend vraiment par immobilier de santé. Et là, je te laisse la parole, camarade. Merci Daniel. Donc, voyons tout de suite qu'est-ce qu'on entend par ce qu'est des infrastructures de santé. On voit qu'il y a une grande variété de types d'actifs immobiliers dans ce qu'on appelle les infrastructures de santé. Donc vous avez ici différents éléments qui sont expliqués. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez trois grands systèmes de santé. Vous avez les structures de ville dans lesquelles vous allez retrouver comme type d'immobilier les cabinets, les maisons et les centres de santé. Vous avez les établissements médico-sociaux dans lesquels on va retrouver les EHPAD et les résidences-services seniors notamment. Et après, vous avez en troisième catégorie les établissements hospitaliers et ambulatoires. Donc c'est tout ce qui va regrouper les hôpitaux, les cliniques et également les éléments psychiatriques et SSR. Ce qu'il faut également avoir en tête concernant ces infrastructures de santé, c'est le fait que vous avez beaucoup de barrières à l'entrée dans le système européen et qu'il y a, alors barrière à l'entrée, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est un inconvénient parce que ça veut dire que tout le monde ne peut pas rentrer dans le secteur et c'est un avantage puisque finalement, ce n'est pas un secteur qui est ultra concurrentiel comme d'autres secteurs peuvent l'être.
Autre élément, le fait que c'est un secteur qui est régulé par les pouvoirs publics, mais que chaque pays a finalement sa régulation, ce qui en fait une lecture aussi difficile et complexe, puisqu'il va falloir s'adapter selon les pays. Si on prenait le cas de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, ainsi que de l'Espagne pour les maisons de retraite, par exemple en France, on s'aperçoit qu'il faut une autorisation pour exploiter un EHPAD. On a des contrats un petit peu spécifiques, qui est un contrat, une convention tripartite entre l'EHPAD, le Conseil général et puis l'ARS. Vous avez des notes aussi qui sont mises en place sur la qualité du service rendu. En Allemagne, vous n'avez pas d'autorisation, enfin l'autorisation n'est pas nécessaire pour exploiter, mais vous avez en fait ce type d'immobilier qui est piloté par des coûts d'investissement immobilier qui s'appellent high cost et qui sont refacturés finalement aux résidents sous forme de loyer. Vous avez pour tout ce qui est la qualité en Allemagne des rapports qui sont mis en place avec des notations justement pour avoir cet objectif de qualité et de service rendu aux personnes qui sont dans les EHPAD. Juste une petite parenthèse, Henri Aurélien, pour réappuyer sur l'importance de ce que tu as dit sur les agréments. Ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en France, l'agrément est attaché à l'exploitant. Et donc, si l'exploitant part, il part avec son agrément. En Allemagne, l'agrément est attaché à l'actif. Et donc, c'est l'actif qui a de la valeur, indépendamment de l'exploitant qui vient ou pas. Donc ça, en termes d'immobilier, par exemple, c'est une différence fondamentale entre la France et l'Allemagne. Je te rends la parole. Exactement. Et l'Italie et l'Espagne, finalement, vous avez des réglementations en fait, qui sont décentralisées, c'est-à-dire que les régions, selon les régions, vous allez avoir des normes qui vont différer. Un EHPAD, ça ressemble finalement à ça. On est proche finalement de l'hôtellerie. Même si, bien évidemment, c'est médicalisé, mais on a bien aussi des services dans ce type d'immobilier. Concernant les cliniques, on est sur quelque chose de beaucoup plus technique, avec des plateaux justement techniques où on a des blocs opératoires, on a une partie qui est dédiée à l'hébergement, une autre à la consultation. Donc on voit ici qu'on est sur des éléments qui sont beaucoup plus médicaux, plus techniques. Et puis enfin les résidences services seniors, où là on est vraiment proche de l'habitat avec du service qui est disponible pour les habitants. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec le volume d'investissement, le marché de l'investissement immobilier de la santé en Europe. Ici, vous avez plusieurs constats qui sont importants à avoir en tête. Le premier, en fait, on est sur un marché qui, durant ces 10 dernières années, a transacté environ 5,2 milliards d'euros par an. Vous avez deux périodes, donc 5 milliards à avoir en tête avec les 250 milliards qui peuvent être investis chaque année au niveau européen pour l'investissement global. Donc c'est bien évidemment, la santé c'est un actif de diversification. Et c'est ce qui en fait bien évidemment tout l'intérêt. Vous avez déjà, donc, comme je vous le disais, deux périodes. La première 2011-2015, où vous avez entre 1 et 4 milliards qui sont transactés par an. Et à partir de 2016, on a une coupure avec une accélération très forte qui s'est opérée, puisque c'était entre 7 et 9 milliards qui ont été transactés. 2020, année de la crise, comme vous pouvez le voir, l'immobilier de santé a très bien résisté, puisque c'est 8 milliards qui ont été transactés. Et dernier élément, concernant 2021, on pourrait penser que le volume d'investissement pourrait pâtir et donc diminuer, ce qui n'est absolument pas le cas, puisqu'on est déjà à plus de 4 milliards de transactés, ce qui correspond à 1 milliard supplémentaire par rapport à l'année dernière sur la même période, ce qui nous fait dire que potentiellement, fin 2021, on va être entre 7 et 9 milliards de transactés pour cette année 2021. Donc, concernant maintenant la répartition entre les pays, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les trois quarts du marché se concentrent autour de 5 pays au niveau de l'Europe. C'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et la France. Après, il y a quelques pays qui commencent à émerger, donc c'est l'Espagne, l'Italie, la Belgique et la Finlande, et dans une moindre mesure l'Irlande.
Concernant les taux, c'est un élément qui est important parce que l'immobilier de santé est finalement un peu à part dans un contexte de forte turbulence. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est qu'on a eu un phénomène de compression entre 2009 et 2020. Et on voit très bien sur le graphique, c'est 2020, en fait, l'immobilier de santé est resté stable ou a continué à compresser, là où d'autres actifs ont été challengés, ont connu parfois des décompressions. On a 5 marchés qui sont nos marchés, on va dire, les plus corps, avec des taux inférieurs à 4,5%. Vous avez la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la France. Pour aller chercher un petit peu plus de rendement, il faut aller dans des pays comme l'Espagne ou les Pays-Bas, par exemple, ou l'Italie, entre autres. Concernant les cliniques, sur des marchés comme la France et l'Allemagne, on était sur un taux au début des années, début 2009, à peu près 7%. Et on a eu un phénomène aussi de compression et on est aujourd'hui entre 5, voire inférieur à 5%. Peut-être il faut préciser sur les taux, et je fais la transition aussi, que structurellement, on a vu à quoi ressemblaient les cliniques par rapport aux EHPAD, et on voit bien que structurellement, les cliniques vont donner un peu plus de taux que les EHPAD. Pourquoi ? Parce qu'une clinique est beaucoup plus difficile à reconvertir, compte tenu de sa structure, des plateaux techniques, etc. Et donc c'est autant un EHPAD, si jamais par extraordinaire l'exploitant partait, on pourrait le revendre à un promoteur qui en ferait un actif résidentiel géré, etc. Ce n'est pas possible avec une clinique. Et donc il y a cette prime d'illiquidité, cette prime de monovalence, on pourrait dire, qui s'applique aux cliniques et qui font que typiquement elles sont 100 points de base au-dessus du taux des EHPAD systématiquement dans chaque pays. Voilà. On passe à la deuxième partie sur la société du vieillissement. Tout ça, c'est l'aspect démographique, parce que pourquoi est-ce que ça existe tout ça ? Parce qu'il y a une demande de consommation de biens et de services médicaux. Et pourquoi est-ce qu'il y a une demande de la consommation de biens et de services médicaux ? Parce qu'on n'a pas tous 20 ans et qu'on vieillit. Hein. Et très clairement, dans les statistiques, plus on vieillit, plus on consomme des biens médicaux. Et donc, c'est directement corrélé. Mais ce qui est encore plus intéressant, je dirais, immobilièrement parlant, c'est la société du vieillissement. La société du vieillissement, c'est-à-dire qu'on est la première génération, le premier moment dans l'histoire de l'humanité où 4 générations coexistent en fait ensemble. Et ça a des conséquences immobilières qui sont très importantes. Si on fait une table ronde sur le résidentiel, on pourra en parler. On a fait toute une étude là-dessus. Mais clairement, ça veut dire des offres résidentielles qui sont nécessairement adaptés aux besoins de ces générations-là, qui sont très très différents, évidemment, les uns des autres. Il y a une complexification, l'immobilier devient un marché de niche, mais on va passer d'un trapèze des âges au rectangle des âges, c'est-à-dire au fait que vous allez avoir finalement une société en 4 quarts, une société en 4 générations, et que ça a d'énormes conséquences sur le marché résidentiel. Pour ce qui est du marché qui nous occupe, qui est le marché de la santé, y a un point qui n'est pas suffisamment adressé, c'est l'arrivée, et ça c'est maintenant que ça se passe, c'est l'arrivée de la cohorte, comme on dit en démographie, de la cohorte des plus de 75 ans ou des plus de 85 ans dans notre réalité, et l'adaptation de l'offre immobilière à ce point-là. Donc exactement, pour rebondir, Daniel, sur ce que tu disais, il y a 2 phénomènes qui sont vraiment marquants qui vont apparaître dans les 20 prochaines années, donc entre 2020 et 2040. Le premier, c'est la pression démographique qui va continuer de s'accroître en Europe. C'est ce qu'on voit ici. On va avoir une population qui va passer de 515 millions au niveau de l'Union européenne, incluant le Royaume-Uni, à plus de 520 millions en 2040. Et l'autre phénomène, c'est celui du vieillissement de la population, puisqu'on va avoir une population de plus de 65 ans qui va passer à peu près 20%, donc c'est le trait bleu, en 2020, à plus de 27% en 2040. Donc ça, c'est vraiment l'élément structurant.
Et comme tu disais, Daniel, en fait, ça a des répercussions, ces éléments, sur la pyramide des âges, puisque on va passer effectivement d'une forme un peu ovale à une sorte de gros rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à tirer ici? Eh bien, il y a plusieurs enseignements à avoir. Le premier, en fait, concerne le fait qu'on va avoir la base de notre population, donc les moins de 25 ans, qui va rester à peu près identique sur la période. On a nos ex-baby boomers qui vont arriver dans l'âge, le grand âge. Et puis après, on a notre population active, donc entre 15 et 65 ans, qui va, elle, se réduire. Alors ce constat, il est important parce qu'en fait, ça va avoir des conséquences importantes dans la mise en place d'une stratégie d'investissement à long terme. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant en fait. Il faut aller beaucoup plus loin et plus en profondeur et analyser nos marchés parce qu'il y a des dynamiques qui ne sont vraiment pas les mêmes en Europe. Alors, ces dynamiques, on le voit en fait sur la croissance de la population, il y a des grosses différences. C'est-à-dire qu'on a des pays où on va voir la population croître et d'autres où ça va se rétrécir. C'est notamment le cas, par exemple, en Italie ou au Portugal, où on a une population qui va se rétrécir. On a des pays comme l'Allemagne, par exemple, ou l'Espagne, où on va avoir des populations qui vont être à peu près quasiment identiques. Et puis, vous avez des pays qui ont une population qui va avoir un bon dynamisme. C'est le cas, par exemple, de la France, la Belgique, les Pays-Bas ou encore la Suède. Au niveau des personnes des plus de 85 ans, on a ici 3 enseignements et c'est, me semble-t-il, important pour tout ce qui touche à l'immobilier, notamment des maisons de retraite médicalisées. Pour lire le graphique, en bleu pétrole, là, c'est 2020. En bleu clair, c'est 2030. En rouge, c'est 2040. Exactement. On ne voit pas forcément. Et c'est la part des plus de 85 ans. 85 ans. Le nombre, de plus de 85 ans. Oui, alors pourquoi on a un focus ici sur les plus de 85 ans? C'est parce que déjà, en fait, ils vont passer de 15 millions en 2020 à plus de 25 millions en 2040. Deuxième élément, on sait très bien que la probabilité, en fait, d'atteindre, où on va atteindre à cet âge-là un seuil critique en termes de dépendance. Donc c'est pour ça qu'il y a ce focus qui est fait ici. Et troisième élément, en fait, c'est dans le dynamisme entre les pays. On voit qu'en 2030, donc la barre verte, c'est l'Allemagne qui va dominer en fait avec une arrivée massive des personnes de plus de personnes de plus de 85 ans. Et après, de 2030 à 2040, c'est la France qui va prendre le relais, la France étant effectivement le premier pays dans l'histogramme. Je ne sais pas si, parce que moi, personnellement, c'est une des choses que j'ai apprises dans ton étude. D'ailleurs, je t'ai demandé de revérifier plusieurs fois cette donnée parce qu'elle était complètement contre-intuitive pour moi. Mais on est quand même en train de se dire qu'en France, en 2040, il y a plus de personnes de plus de 85 ans qu'en Allemagne. Alors que c'est une population plus importante en Allemagne, en valeur absolue. Donc, le problème du vieillissement de la population, contrairement à ce qu'on peut parfois dire ou croire, c'est bien un problème français. Et particulièrement pour cette tranche-là. Exactement. Concernant le ratio de dépendance, c'est-à-dire c'est le rapport entre la population active, donc des 15-65 ans, sur les plus de 65 ans. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a aussi des dynamiques qui varient au sein de l'Europe, où on a les pays en fait du sud de l'Europe qui a une population qui vieillit très rapidement par rapport à la base de sa population active. On a des pays comme la France ou l'Allemagne où finalement on voit qu'il y a une dynamique qui est quand même importante, mais qui est plutôt, on va dire, plus équilibrée. Et au nord de l'Europe, on a certes un vieillissement, mais beaucoup moins fort que dans les pays du Sud. Et sur la période, c'est quand même 15 points de base qui vont augmenter, le ratio de dépendance va donc avoir en plus. Donc, qui accrédite
ce vieillissement de la population et ces dynamiques qui vont diverger entre les pays. Autre élément important à avoir à l'esprit, c'est finalement la sociologie de la prise en charge des personnes âgées en Europe, puisque ce n'est pas la même également selon les pays. Et on voit très bien en fait une dichotomie qui s'opère entre les pays du Sud, où la prise en charge de nos aînés se fait facilement au sein de la cellule familiale, idem pour les pays de l'Est, là où la France, l'Allemagne ou les pays du Nord, on aura une présence de l'État qui va être très importante et une prise en charge par la famille qui sera beaucoup plus faible. Donc ça, c'est des éléments importants à avoir en tête. Et l'autre chose, c'est que ça s'explique aussi par le fait que là où l'État est très présent, où il intervient fortement, la prise en charge va être également forte par l'État. Et à l'inverse, finalement, là où l'État est désengagé, notamment dans le sud de l'Europe, ben forcément, c'est la famille qui doit prendre le relais. Et ça, c'est important en termes de politique publique parce que souvent, ce que vous entendez, c'est la notion de virage domiciliaire, de l'idée que justement ce surplus de population sera en quelque sorte absorbé par la possibilité soit de rester chez soi, mais aussi d'être accueilli, d'être traité par la solidarité intergénérationnelle. C'est clairement le cas en Italie. Je rappelle que l'Italie c'est quasiment les mêmes statistiques que le Japon en termes de jeunes qui vivent avec leurs aînés. C'est d'ailleurs une des causes majeures du chômage des jeunes en Italie. Mais on voit bien que par exemple en Espagne, c'est quelque chose qui se fissure un peu. C'est-à-dire que l'Espagne, on le voit par des études, y compris qu'on a faites, s'habitue à l'idée de l'institutionnalisation des personnes âgées. Et dans des pays comme la France et l'Allemagne, plus individualiste, enfin en démographie on dirait la famille nucléaire, plus individualiste on va dire que ces pays-là qui sont plutôt familles souches pour ceux qui s'intéressent à l'anthropologie, et où l'État intervient beaucoup, ben là au contraire il y a une tendance à l'institutionnalisation des personnes âgées. Et donc c'est pas du tout le même potentiel de marché et il faut aussi l'apprécier comme ça. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai que cette prise en charge, pour rebondir sur ce que tu disais, on s'aperçoit quand même qu'elle se fait de plus en plus au profit des États et que la famille finalement se décharge bien évidemment sur les États, notamment dans les pays du Sud. Et ça, on le voit très clairement en Espagne, où il y a une évolution des mœurs qui s'opère. En lien aussi avec l'activité, le phénomène aussi de métropolisation, puisqu'on relie un peu quand même au résidentiel. Voilà, c'est compliqué de pouvoir conjuguer en fait un habitat qui est grand en milieu urbain dense et pouvoir aussi gérer son travail et en même temps s'occuper d'une personne qui en a besoin. Au niveau du ratio de pension vieillesse, donc vous l'avez ici, c'est un élément qui est important aussi à prendre en compte dans une politique de mise en place d'allocations stratégiques pour des investissements immobiliers. Ce qu'il faut savoir, ou ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'on a une grande disparité en Europe avec les pays en fait, d'Europe de l'Ouest qui sont généralement plus riches, et ceux de l'Est, où on voit que les dépenses sont plus limitées en termes de santé. Donc la solvabilité, déjà, on voit que c'est un élément qui est important et qui doit être pris en considération, d'autant que quand on le met en perspective avec les sommes qui sont allouées, on comprend l'importance en fait de pouvoir analyser là où finalement l'État ne sera pas un relais. Est-ce que les personnes auront un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir anticiper cette prise en charge. Et d'autant plus qu'il y a, ça c'est finalement les dépenses de santé par habitant des personnes indépendamment des aides de l'État. Et il y a aussi le caractère visible de ces dépenses qui est un critère assez important. La France, c'est un des pays au monde où ce qu'on appelle les dépenses out of the pocket, c'est-à-dire le cash que je sors pour accéder à des services de santé, aux cliniques, etc., est le plus faible. C'est-à-dire qu'on a tous l'impression que la santé est gratuite. Non, on la paye par des impôts, elle est socialisée, elle n'est pas gratuite.
c'est l'accès qui est exceptionnel en France. Et effectivement, on sait que cette notion de visibilité de ce qu'on dépense pour la santé est très important dans l'acceptabilité des populations, justement, à payer plus, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est gratuit et donc on trouve scandaleux de devoir finalement débourser quoi que ce soit pour la santé. Mais je t'en prie. Je te laisse. Alors oui, sur là on arrive à l'aspect plus actuel, enfin plus prospectif, pardon, de l'étude. Notre idée, ça a été la suivante. Qu'est-ce que l'expérience du Covid, en dehors des drames humains qui se sont joués dans les établissements de santé, va changer au secteur? Sur le plan immobilier, si la question c'est comment les établissements qu'on gère ont traversé la crise, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de secousse majeure sur le plan purement de la solvabilité des exploitants. Il y a eu l'assurance maladie qui a compensé, même surcompensé l'activité des cliniques. Sur les EHPAD, il y a eu une baisse évidemment des gens qui voulaient rentrer en EHPAD. Enfin, bon, déjà, il y a eu un pic de mortalité que tu mets en exergue dans la slide d'après. Mais en fait, il n'y a pas eu de choc financier majeur. Il faut savoir que, et ça on ne l'a pas en tête non plus, hein, l'espérance de vie en EHPAD, c'est 18 à 24 mois. Donc le sujet, c'est la dignité. Ce n'est pas la même chose que les résidences seniors où le sujet, c'est la communauté. D'accord ? Et donc il y a ce qu'on pourrait appeler un peu vulgairement un turnover dû au décès, à la faible espérance de vie dans les EHPAD, qui fait qu'en fait il y a un renouvellement permanent. Pour vous donner un peu les chiffres des EHPAD en France, il y a à peu près 750 000 personnes qui sont dans des EHPAD en France. Et si vous faites le calcul avec ce que je viens de vous dire sur les 18 mois, c'est-à-dire qu'il y a près entre 10 et 15 000 décès par mois en EHPAD. Hein. Donc il faut avoir un peu ces chiffres-là en tête. Une des erreurs que tous les pays ont faites, certains plus que d'autres, dans la crise de Covid, c'était de penser que les EHPAD étaient des lieux hautement médicalisés. On a bien vu que ça n'est pas le cas. Le sujet, c'est la dignité, c'est pas de guérir, c'est bien d'accompagner, en fait. Et ça fait partie un peu de la prospective qu'on doit faire, c'est qu'on doit, à mon avis, anticiper que les EHPAD seront de plus en plus médicalisés et sans doute avec un encadrement un peu plus costaud en termes d'infirmières, mais également de docteurs, de soignants et d'aidants, pour prendre la terminologie. Plus important. Donc ça, il faut le provisionner. Et une deuxième question qu'on s'est posée et qu'Henri a résolue, c'est les évolutions dans les nouvelles pathologies. Parce qu'il est évident que si la société change dans sa démographie, on n'aura pas les mêmes maladies. D'accord ? L'apparition de beaucoup de maladies, elle est uniquement due depuis 50 ans au fait que les gens vieillissent mieux, vieillissent plus, et donc ils ont des maladies qui sont nouvelles par rapport à une espérance de vie qui était de 65 ans après la guerre, pour aller vite. Donc voilà, on a éclairci, je dirais, les nouveaux marchés, si je veux parler comme ça, de la santé à l'avenir et qui vont avoir des conséquences en termes immobiliers. Donc, effectivement, premier élément concernant la surmortalité causée par l'épidémie de Covid-19 en 2020, il est indéniable. Hein, on a un premier pic en début d'année, un deuxième en fin d'année. La question, elle est celle, est-ce que ça change quelque chose sur les perspectives démographiques que je vous ai présentées? La réponse aujourd'hui, elle est non. Les démographes s'accordent à dire qu'il y aura pas ça ne va pas avoir d'impact au niveau européen à l'heure actuelle, et d'autant plus qu'il y a des nouvelles technologies qui ont été développées, hein, le vaccin ARN. Il y a encore quelques mois, personne connaissait l'existence de ce vaccin. Maintenant, on connaît tous. On sait que, certes, ça va être utilisé pour soigner le Covid-19, mais qu'il va y avoir d'autres applications qui vont en être faites pour soigner d'autres types de maladies. Donc, ça permet déjà d'anticiper une amélioration, en fait, de l'espérance de vie dans les 20 prochaines années. Alors, l'autre élément, donc on a dit au début, comme vous vous souvenez, on va avoir une pression démographique qui va s'exercer avec plus de personnes et un vieillissement de la population.
Donc ces éléments, en fait, il va falloir y répondre avec un immobilier adapté pour répondre aux différentes situations de la vie dont ces personnes pourraient avoir besoin. Donc ce qu'on a constaté, c'est tout d'abord le fait que, hors des besoins, on va dire MCO classiques, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques, on a identifié en fait 3 grandes familles de soins qui nécessitent un type d'immobilier particulier. Le premier, c'est les besoins ensuite en soins de réadaptation et de réhabilitation. Le deuxième, c'est la dépendance psychologique. Et la troisième, c'est la dépendance liée aux troubles neuronaux. Alors, on va passer rapidement sur ces différents éléments. Le premier, en fait, ici, c'est rattaché donc aux besoins de soins de réadaptation et de réhabilitation. Donc on va avoir des établissements dédiés en fait aux problématiques MCO et SSR. Ici, on a fait un focus en fait sur les affections liées au cancer. Comme vous le savez, certaines personnes ont besoin en fait d'être accompagnées. C'est-à-dire qu'ils ont un traitement, ils ne peuvent pas forcément rentrer à domicile durant leur traitement. Et du coup, en fait, cette phase d'accompagnement, elle doit être prise en charge dans des établissements particuliers. Donc c'est important en fait, de pouvoir offrir cette phase transitoire dans la période de guérison. Ensuite, concernant en fait tout ce qui est dépendance psychologique, c'est tout ce qui va être rattaché aux établissements psychiatriques. Alors ça, c'est un élément qui est important puisque en fait, il faut accompagner, il faut un soutien social en fait de ces personnes. Les familles en ont besoin, les patients aussi. Il faut avoir les structures adéquates. Aujourd'hui, nos sociétés en fait reconnaissent de mieux en mieux ces problématiques. On voit ici, entre 2007 et 2017, une forte évolution dans tous les pays européens. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles, ils apparaissent aussi, en fait, aussi bien pour des problématiques d'ordre social que humaines ou encore économiques. C'est-à-dire que selon les situations, eh bien, vous allez déclencher telle ou telle problématique. Du coup, c'est vraiment important, en plus dans des sociétés modernes comme les nôtres, de prendre en charge ce genre d'éléments. Juste une petite parenthèse, ça c'est avant Covid, parce que là vous avez le nombre de personnes atteintes de maladies mentales ou du comportement en rouge 2007, en bleu 2017. On se demande ce qui se passe d'ailleurs en Irlande et en Allemagne pour qu'il y ait une telle augmentation. Mais ça, c'est avant Covid. Et même s'il n'y a pas de chiffres aujourd'hui sur l'engorgement des hôpitaux psychiatriques, etc., c'est un point qui est un peu tabou, il est quand même assez raisonnable de dire que la courbe va plutôt aller vers le haut post-Covid, compte tenu du traumatisme qui a été subi par beaucoup de gens à cette occasion. Donc là, il y a vraiment une émergence de ce qu'on appelle, si je reconvertis en termes immobiliers, le moyen séjour, c'est-à-dire les cliniques psychiatriques avec des établissements qui existent assez peu en France, mais qu'on appelle à l'étranger des cliniques de réhab, de réhabilitation, de traitement des addictions, ce qu'on appelait sanatorium au XIXe siècle. Et ces questions de moyen séjour vont devenir de plus en plus prégnantes et doivent constituer, à mon avis, un segment de marché immobilier à développer. Exactement. Et dernier élément, donc la dépendance liée aux troubles neuronaux. Donc ici, on retrouve les maisons de retraite médicalisées. Le slide donc, présente les maladies du système nerveux, Parkinson et Alzheimer, entre 2007 et 2017. On voit une évolution donc, durant cette période. Donc on peut se douter, avec les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure, que le phénomène va continuer d'évoluer, sachant que l'OMS aujourd'hui estime à 50 millions le nombre de personnes qui souffrent de maladies liées à la dépendance neurodégénérative, et on passerait à 150 millions de personnes d'ici 2050. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi être en capacité de répondre à société qui est important. Alors, enjeu de financement, on a essayé de mettre en rapport l'enjeu démographique qu'on a identifié avec les moyens mobilisables en termes
notamment immobilier. Et donc c'est ce qu'on va vous présenter là, et on va voir qu'il y a un trou dans la raquette assez important. Exactement. Alors, on va commencer par les dépenses publiques en santé. Donc, en gros, c'est 7% du PIB qui est alloué à la santé chaque année. Les dépenses publiques, donc là, on a la photo sur la période 2020-2019. On a les pays, bien évidemment, en abscisse. L'idée, on le voit très clairement, c'est que les dépenses de santé, elles ont augmenté. Toutefois, la croissance de la population, comme on a pu le voir, et le vieillissement de la population vont continuer à accroître une certaine pression sur les dépenses publiques dans les prochaines années. Donc on le comprend déjà, il y a un besoin de financement de la santé qui va être lié à cette pression démographique. Et ça va continuer ou ça va accroître la pression qui est exercée sur les finances publiques. Donc il y a quelque chose ici qui risque de poser problème. D'autant qu'on le voit très bien quand on analyse de façon un petit peu plus détaillée, par exemple sur la période 2008-2013, c'est l'évolution des dépenses publiques en rouge et 2013-2019 en vert. On s'aperçoit que durant les crises économiques et financières, on a certains pays qui ont mis en place des mesures d'austérité qui a eu un impact sur les dépenses publiques de santé, soit à la baisse, soit elles étaient stables. Et puis après, à partir de 2013, on voit que les dépenses de santé étaient largement orientées à la hausse. Mais comme on l'a dit, il y a une vraie problématique au niveau de l'immobilier de santé pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux démographiques. Et on a estimé en fait aujourd'hui que le coût nécessaire juste en termes immobiliers pour répondre à cette demande, il est évalué entre 75 et 95 milliards d'ici 2030 au niveau européen. Donc ça représente des opportunités d'investissement puisque les dépenses publiques ne vont pas pouvoir gérer à elles seules l'ensemble de ces dépenses à exercer. Alors c'est aussi vrai pour le secteur des hôpitaux et des cliniques. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à peu près un parc de 2,2 millions de lits en Europe, dans les principaux pays qu'on a analysés, qu'il y a une nouvelle évolution des pratiques qui est double pour le secteur hospitalier, qui est à la fois la réduction du nombre de lits et en même temps l'idée de développer la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire plutôt de court séjour. Et ça se fait finalement au bénéfice du secteur privé qui, lui, a un parc à environ de 500 000 lits actuellement en Europe, qui a connu une évolution croissante là où les hôpitaux publics étaient en baisse durant cette période, puisqu'ils répondaient à ces nouveaux enjeux de santé publique. Et on sait très bien que le phénomène va perdurer, d'autant plus si les États doivent quand même avoir une certaine maîtrise de leurs finances publiques. Concernant les résidences médicalisées, on a un parc de 3,5 millions de lits en Europe et on a aussi un phénomène, comme on peut le voir, de croissance sur la période 2008-2019, mais cette croissance n'est pas suffisante pour absorber l'ensemble de la population à venir d'ici 2030, puisque les spécialistes du secteur estiment qu'il faudrait arriver à un parc de 4 millions de lits d'ici 2030. Et il faut savoir que donc 500 000 lits supplémentaires et qu'on a identifié juste pour la France et l'Allemagne 400 000 lits qui font l'objet d'un besoin de rénovation urgente. Alors bien évidemment, dans ce parc, vous avez à la fois le parc privé et le parc public. Donc ça veut dire qu'il y a de gros enjeux, en fait, bien évidemment, en termes de financement de l'immobilier européen de la santé. Alors, une fois qu'on a établi ça, il y a la question de la conclusion que nous on en tire en tant qu'investisseur, en tant que gérant, peut-être des critères qu'on utilise. Comme vous le savez, quand on investit en immobilier, on investit sur 5 ans, sur 10 ans, et on revendra dans 10 ans à quelqu'un qui achètera sur la base des perspectives dans ces 10 ans à lui. Donc en fait, le vrai horizon de pensée, c'est 20 ans.
2020-2040, comme on a vu. Donc à mon avis, c'est à cet horizon de temps-là qu'il faut réfléchir pour appréhender complètement le business plan de la santé. Et donc là, on va vous dire un peu comment on identifie un peu les marchés cibles de notre sourcing, en sachant quand même, on est, je pense, la seule société de gestion aujourd'hui qui a un accès au marché européen aussi important qu'on l'a. Donc on fait ces analyses-là, pas seulement parce qu'on a les chiffres, mais parce qu'on peut aller dans chacun des marchés dont on parle. Voilà. Premier élément, donc, on a vu en tout début de présentation qu'on avait une pression démographique qui allait s'exercer, un vieillissement de la population. On a vu que les dépenses de public, elles sont en hausse, mais elles ne sont pas illimitées, qu'on a un besoin de financement en immobilier de santé qui va être très important, et que le secteur privé, finalement, peut être un relais pour financer le delta nécessaire pour la construction ou la rénovation de cet immobilier. La question, en fait, c'est bien la mise en place d'une stratégie d'investissement qui soit gagnante. Et le premier élément, c'est finalement, est-ce que c'est pertinent d'avoir de l'immobilier de santé dans un portefeuille ? Eh bien, vous avez la réponse ici, puisqu'on a calculé en fait le couple performance-risque, excusez-moi. Et il est intéressant de noter que la santé, finalement, elle se situe à la frontière efficiente. Donc maintenant, voyons en fait un élément qui synthétise finalement tout ce qu'on a vu, qui est un outil d'aide à la prise de décision que nous avons créé, qui permet en fait d'identifier nos marchés et de les classer en tier 1, tier 2, tier 3. Et l'idée ici, c'est de cumuler un certain nombre de critères. Alors les critères, on les a ici, c'est à la fois la démographie, à travers la pression et la transition démographique sur la période 2020-2040. On a la prise en charge des personnes âgées par la société, les dépenses de santé, leur dynamisme, le ratio de pension vieillesse, les standards de pouvoir d'achat, la croissance des prix de l'immobilier, les taux, etc. Le ratio d'équipement, enfin tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure, en fait on les a cumulés, on a donné des scores à ces différents éléments, ce qui nous permet en fait d'avoir un score global à la fin pour chacun des pays. Du coup, pour synthétiser, on s'aperçoit que les pays qui offrent un couple rendement-risque le plus sécurisé, c'est nos marchés tier 1, donc c'est par exemple la France ou l'Allemagne. On a d'autres pays comme l'Italie du Nord ou l'Espagne, l'Autriche, qui sont les marchés tier 2, donc ils se caractérisent par un bon rapport rendement-risque, mais ils sont beaucoup moins profonds que nos deux marchés que sont la France et l'Allemagne par exemple. Et puis après, on a d'autres marchés, donc c'est la troisième catégorie, comme le Portugal, la Grèce ou la Pologne. C'est des marchés qui sont intéressants, mais il faut être un petit peu plus opportuniste selon leur développement finalement. Après, on a fait le même exercice. Si on territorialise, ouais, voilà. Avec les maisons de retraite médicalisées. Donc c'est ce qu'on a appelé l'Euronursing Home Index. Donc ici aussi, on a pris un certain nombre de critères auxquels on a donné une note. C'est par exemple la démographie des seniors, la sociologie, des éléments sociologiques liés à cette population. Bien évidemment, les critères immobiliers qu'on a vus tout à l'heure, les revenus des seniors, des ratios d'équipement, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a quand même 120 zones qui sont passées au crible ici. Et de la même manière que dans la slide précédente, en fait, ça nous permet de catégoriser nos marchés en tier 1, tier 2, tier 3 et de voir que finalement, on a des marchés comme la France et l'Allemagne où on a une majorité en fait, de zones qui ont un bon équilibre, et puis d'autres marchés finalement qui offrent peut-être plus de rendement, mais qui sont moins profonds que nos marchés tier 1. C'est par exemple l'Espagne ou l'Italie du Nord. Donc voilà. Écoute, merci. Donc vous voyez que ça, c'est résumé en un énorme travail d'Henri et de ses équipes, et l'étude complète d'ailleurs est disponible si vous la souhaitez. La conclusion qu'il faut en tirer, peut-être, c'est de répondre en 10 secondes au fait, l'immobilier de santé, est-ce que c'est un bon investissement ou pas ? Alors je vous rassure, la réponse est oui. Mais ce qu'on veut éclaircir par là, c'est
Comme je vous disais, je pense on a fait la même erreur sur la santé qu'on a faite dans les années 90 sur le logement. Mais du coup, en termes d'investisseurs, pour le logement, ça s'est plutôt très bien passé. Cette erreur, qui était une erreur du point de vue de la société, a été peu bénéfique du point de vue de l'investisseur. Pourquoi ? Parce qu'on crée en fait un effet de rareté et donc les insuffisances de masse là, qu'on met en exergue vont avoir comme conséquence que la rareté de ces biens va en augmenter naturellement le prix. Ça veut dire aussi que ce marché va devenir plus liquide et qu'on va passer d'un marché qui était mu par des externalisations d'opérateurs, typiquement, à un marché qui sera de plus en plus mu par des développements, par des nouvelles constructions, première source, et deuxièmement, par des externalisations, mais par des acteurs qui étaient ce qu'on appelle du privé non lucratif. Il y a le portefeuille de la Croix-Rouge qui a tourné récemment, enfin ce genre d'acteurs qui auparavant n'étaient pas sur le marché des murs et qui va, je dirais, constituer une autre perspective de sourcing pour nous. Donc la santé reste un marché alternatif, mais dont la profondeur, la liquidité va augmenter, dont la valeur va plutôt être poussée à la hausse pour des raisons d'environnement de taux et pour des raisons de rareté, je dirais, structurelle, et dont les locataires sont de plus en plus solvables, parce qu'on a peu parlé des opérateurs, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est dans l'étude. Mais ce qu'on voit, c'est aussi la constitution d'opérateurs, de locataires, pan-européens de plus en plus gros. On a tous en tête Korian, Orpea, Domusvi, d'autres, etc. Et des consolidations entre opérateurs qui se passent dans tous ces pays et qui ont comme conséquence aussi des externalisations pour alimenter tout ça. Donc, des locataires plus fiables, des valeurs qui augmentent et une liquidité qui augmente, ça veut dire que la santé est un marché qui est un marché attractif à condition d'avoir le choix. C'est-à-dire d'avoir l'accès au marché qui permet, si vous voulez, justement de jouer sur ces effets de profondeur, sur ces effets d'aller dans les autres pays et sur ces effets, je dirais, d'avoir un dialogue un peu équilibré avec les opérateurs. Parce que je peux vous dire que si on avait lancé notre fonds santé qui faisait 50 millions aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec Korian, on n'aurait même pas passé le barrage de la standardiste. Aujourd'hui, on les voit tous les trimestres pour faire des plans de capex communs et mutualiser les actions qu'on a sur leur portefeuille. Donc comme c'est un marché d'oligopole d'exploitants, la santé, il est crucial qu'il y ait un oligopole d'investisseurs qui puisse parler dans les yeux à cet oligopole d'exploitants. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on est en position, nous, de faire aujourd'hui après avoir travaillé ce marché depuis 10 ans. Donc merci de votre attention.